Voici comment les pélicans nourrissent leurs poussins de nos jours. Et voici comment ils le faisaient il y a 500 ans. Oui, c'est bien du sang. Cette info provient d'un médecin français du XVIe siècle. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est discutable. D'un autre côté, beaucoup de gens n'ont pas cru Darwin à son époque, et il s'est avéré qu'il avait raison. Bon, venons-en au fait. Les pélicans. Tout le monde connaît ces oiseaux qui habitent tous les continents sauf l'Antarctique. Au Moyen-Âge déjà, les gens avaient remarqué une particularité de leur comportement. Ils avaient observé que certains pélicans avaient du sang sur la poitrine. Après réflexion, on en a conclu que lorsque la nourriture se faisait rare, les parents pélicans s'ouvraient la poitrine de leur bec afin que les oisillons affamés se nourrissent de leur sang. Regardez! Jésus-Christ! Cette stratégie ne paraît pas si délirante dans un contexte de crise. C'est toujours plus crédible que la théorie, encore plus extraordinaire, selon laquelle les oisillons blesseraient leur mère, poussant cette dernière à les tuer à coups de bec en guise de représailles. Selon cette théorie, 3 jours après avoir tué ses petits, la mère les asperge de son sang, ce qui les fait miraculeusement revivre. Il est fascinant de se dire que les pélicans étaient considérés comme un symbole d'abnégation en raison de cette croyance. Les gens étaient tellement impressionnés par l'altruisme de ces oiseaux qu'ils représentaient des pélicans partout. Par exemple, sur les armoiries des académies, dans les livres anciens, dans les églises et les cimetières. Un pélican figure même sur un portrait de la reine Élisabeth Ier. Cet oiseau avait une forte signification religieuse partout où il apparaissait. Ce n'est que plus tard, lorsqu'on a commencé à étudier les pélicans scientifiquement, qu'on a découvert comment ce processus d'alimentation se déroulait réellement. Les pélicans fourrent autant de poissons qu'ils le peuvent dans leur bec, puis ils en nourrissent leurs petits en les présentant contre leur poitrine. Les oisillons, dans leur empressement, donnent parfois des coups de bec à leur mère, provoquant des blessures désagréables mais non mortelles. De plus, la poche du pélican frisé devient rouge pendant la saison des amours. L'extrémité du bec de l'oiseau est également colorée en rouge et les pélicans se tiennent souvent la tête baissée sur la poitrine. En bref, les pélicans ont vraiment une drôle de façon de manger, et le mot est faible. Mais le plus intéressant reste à venir. Ce qu'on sait des pélicans n'était peut-être pas valable il y a 500 ou 600 ans. Bien sûr, l'évolution prend généralement beaucoup de temps. Prenons les serpents par exemple. Pendant des millions d'années, les serpents faisaient plus ou moins la même chose. Ils rampaient, ils chassaient et ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. Finalement, certains serpents ont eu l'idée astucieuse de passer à un régime à base d'œufs. Avantage, moins de concurrence et aucune chance que les proies s'échappent. Ces serpents rusés sont désormais classés dans un genre distinct appelé Dasypeltis. Leur corps entier s'est adapté au fait de manger des œufs. Tout d'abord, ces serpents n'ont plus de dents, car elles les empêcheraient d'avaler les œufs. Voyez par vous-même, à gauche, le squelette d'un serpent mangeur d'œufs et à droite, un serpent ordinaire. La différence saute aux yeux. Mais être édenté a des inconvénients. Difficile de se défendre quand on a renoncé aux armes au cours de son évolution. Pour survivre, les serpents mangeurs d'œufs se font passer pour d'autres serpents plus dangereux. Voici Dasypeltis atra, qui ressemble beaucoup à un mamba noir, un serpent venimeux bien connu. Mais revenons à la consommation d'œufs. La deuxième adaptation évolutive a concerné des structures corporelles spéciales. Les serpents avalent les œufs en entier et souvent leur diamètre est bien supérieur à celui du serpent. Une fois l'œuf dans sa gorge, le serpent contracte ses muscles et se déplace de gauche à droite, ce qui a pour effet de presser la coquille contre des protubérances situées sur les vertèbres qui la percent. Voici ces protubérances. La trachée des serpents est plate pour éviter son obstruction lors de la déglutition. Cette adaptation permet aux serpents de continuer à respirer même lorsque leur gorge est remplie de nourriture. Puis ils ingèrent le contenu de l'œuf et ils expulsent sans effort la coquille vide. Il a fallu plusieurs millions d'années aux serpents pour acquérir ces adaptations. Mais parfois, le processus est plus rapide, on en a parlé plus d'une fois. Il existe notamment d'autres exemples d'oiseaux qui nourrissent leurs oisillons avec du sang, comme le flamant rose. Attends, on a prévu d'en parler dans une autre vidéo. Bon, très bien.
En parlant de sang, des scientifiques ont récemment demandé à des volontaires d'en boire. Non, pas comme ça. À Zurich, un groupe de 16 volontaires en bonne santé, pour la plupart des étudiants en médecine, ont été invités à consommer leur propre sang à raison de 100 ou 300 millilitres. Ce breuvage, j'adore. Un autre! La plupart des 12 femmes et 4 hommes participant à l'étude ont bu le sang comme on boirait de l'eau, mais certains ont opté pour un tube permettant d'acheminer le sang directement dans l'estomac pour pas avoir à l'avaler. Ça doit pas être très agréable. Drink that. Oh! Oh, I can't believe you really did that! Oh! Près de la moitié des sujets se sont plaints de symptômes tels que troubles gastriques et nausées, et près d'un tiers d'entre eux ont déclaré avoir souffert de diarrhée ou de constipation. Les humains feraient de très mauvais vampires. Mais revenons-en aux animaux. Le 1er mai dernier, un banc de piranhas a attaqué des gens dans une station balnéaire brésilienne, blessant au moins 8 personnes. Steve, les piranhas ne mangent pas les humains. Non, je sais, mais ce banc de piranhas s'est un peu emballé. Les piranhas des rivières d'Amérique du Sud jouent un rôle important en éliminant les matières organiques des rivières. Ils se nourrissent d'animaux malades et mourants, ainsi que de tous les déchets qui se retrouvent dans l'eau. À Taruma-Açu, les gens ont décidé de mettre ça à profit. Les restaurants locaux déversent régulièrement leurs restes de nourriture dans l'eau. Les piranhas s'y sont tellement habitués qu'ils ont commencé à associer cette plage à la nourriture. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Un homme qui devait avoir une petite coupure à la jambe est allé patauger dans l'eau. Ou peut-être que ces mouvements ont provoqué des vibrations rappelant celles d'un poisson blessé. Bref, un piranha distrait lui a mordu la jambe, et à partir de là, les choses se sont emballées. C'est pas pour rien qu'on parle de frénésie pour qualifier les repas des piranhas. Lors d'un tel événement, chaque piranha prend une bouchée et s'éloigne rapidement pour laisser la place à ses congénères et échapper aux morsures accidentelles. Lorsque tous les piranhas font ça simultanément, c'est vite le chaos. Ainsi, ces poissons voulaient tout simplement profiter de leur déjeuner habituel, mais ils ont fini par attaquer involontairement tout un groupe de personnes. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Les experts soulignent qu'il s'agit d'un cas isolé et que les piranhas ont attaqué les gens par erreur. J'insiste bien sur le mot « erreur ». Il n'y a aucune raison de développer une nouvelle phobie. Les piranhas existent depuis si longtemps qu'ils ont développé des habitudes alimentaires uniques qu'ils conservent encore aujourd'hui. En effet, des piranhas nageaient déjà dans les rivières à l'époque préhistorique. Tiens, mais ça veut dire qu'ils ont pu être témoins d'un événement incroyable, des grenouilles qui se nourrissaient de dinosaures. Récemment, des chercheurs ont mesuré pour la première fois la force de morsure des grenouilles. Dans un premier temps, les scientifiques ont calculé la force des petites grenouilles Pac-Man, également connues sous le nom de grenouilles cornues d'Argentine. Mais l'étude ne s'est pas arrêtée là. Les chercheurs voulaient déterminer la force de morsure de leur parent disparu, un amphibien géant cuirassé, connu sous le nom de Belzébuffo ampinga, ou grenouille de l'enfer, qui vivait il y a 65 à 70 millions d'années. Il s'est avéré que cette grenouille avait des mâchoires encore plus puissantes que les grenouilles cornues modernes. Combiné à sa taille gigantesque, enfin les scientifiques débattent encore de ce détail, la puissance de morsure de la grenouille de l'enfer aurait pu lui permettre de chasser de jeunes dinosaures. Les problèmes que les grenouilles nous causent aujourd'hui sont donc minimes. Vraiment. Je vous donne un exemple. Les habitants de Tracy, une ville de Californie, sont souvent confrontés à un problème gênant, des grenouilles bruyantes qui les empêchent de dormir. Elles coassent très fort, tous les jours, de 22h à 3h du matin. Et vous savez quoi? Ne parlez en aucun cas à ces gens des grenouilles de Taïwan. Selon une étude récente, les petites grenouilles arboricoles de Taïwan ont appris à utiliser les gouttières de béton pour démultiplier le volume de leurs chants nuptiaux. Elles chantent encore plus fort que d'habitude, comme si le fait de coasser n'était pas suffisant. Vous imaginez des grenouilles armées de mégaphones. Ces gouttières sont comme des canyons miniatures, c'est pas là que vivent normalement les grenouilles. Pourtant, elles s'y réunissent régulièrement, bien qu'elles n'aient apparemment aucune raison de le faire.
Des chercheurs s'y sont intéressés et l'un d'eux a trouvé que le coassement des grenouilles semblait un peu plus fort dans les gouttières. Les scientifiques ont donc décidé de mener une étude et il s'est avéré que les gouttières amplifient bien le volume. Ces grenouilles peuvent survivre loin de l'eau, il est donc peu probable qu'elles soient attirées par les égouts en raison de l'humidité qui y règne. Elles n'y nichent pas et elles ne s'y nourrissent pas non plus. Mais il y a une chose intéressante, cette espèce s'accouple de façon unique. Les mâles se rassemblent en groupes coassant pour attirer les femelles qui choisissent alors leur partenaire sur place. Et si on coasse à un endroit où l'écho est bon, on peut attirer des femelles d'encore plus loin. L'efficacité de cette stratégie n'a pas été démontrée, mais une chose est sûre, vivre à proximité de ces tuyaux remplis de grenouilles n'est pas simple. La plupart des grenouilles se nourrissent d'insectes, mais une espèce vivant au Brésil fait bande à part. Elle plonge la tête la première dans un bulbe de fleurs pour aspirer son nectar sucré. Puis elle en ressort et elle saute vers la fleur suivante, emportant le pollen avec elle. Les fleurs elles-mêmes restent intactes. On sait depuis longtemps qu'en plus des abeilles, d'autres espèces comme les chauves-souris et les oiseaux peuvent être des pollinisateurs. Mais les scientifiques ont été surpris de constater que c'est aussi le cas de la grenouille brésilienne Xenohyla truncata. C'est le premier cas d'amphibien qui pollinise des plantes à fleurs, du moins le premier cas connu. Cette étude a été publiée en mai et les scientifiques sont pas encore tout à fait sûrs des détails, il faudra plus de données. Mais il est évident que ces grenouilles ne sont pas ordinaires, au moins ce qu'elles font n'est pas contre nature. Il y a quelques années, des chercheurs ont remarqué le drôle de comportement d'un plongeon nichant près du réservoir de cabine. L'oiseau était resté dans le nid pendant 43 jours. Craignant qu'il y ait un problème avec les œufs, les chercheurs ont décidé de les examiner. Mais en fait d'œufs, ils ont eu la surprise de trouver des pierres. Elles étaient brunâtres, à peu près semblables les unes aux autres en taille et en forme, mais plus petites que des œufs de plongeon. Les pierres étaient chaudes après un mois de couvaison, et les chercheurs ont supposé que ces faux œufs s'étaient retrouvés dans le nid par accident, et que le plongeon, encore jeune, avait procédé à un simulacre de nidification. Pourquoi ? Eh bien, ils voulaient peut-être comprendre ce que ça fait que d'être parent. Heureusement que ça n'est pas allé plus loin. En juillet 2019, une carcasse de pigargue à tête blanche et un poussin de plongeon mort ont été découverts près du lac Highland à Bridgeton. Tuer un pigargue à tête blanche est un acte criminel, aussi l'oiseau mort a été amené à l'hôpital vétérinaire le plus proche. Une enquête s'imposait. L'explication la plus évidente semblait être que l'aigle avait été tué par une balle de fusil. Mais les choses étaient plus compliquées que ça. Il s'est avéré par la suite que l'aigle avait commis une erreur fatale. Il avait décidé qu'un minuscule poussin de plongeon sans défense serait une proie facile. Mais alors que l'aigle avait enroulé ses serres autour de l'oisillon, un autre plongeon, sûrement un de ses parents, a poignardé l'aigle en plein cœur de son bec aiguisé. L'aigle est mort sur le coup. Il s'agit du seul cas connu de plongeon, un oiseau aquatique paisible ayant tué un prédateur. Pourtant, le bec acéré du plongeon est une arme redoutable. Les plongeons se battent souvent entre eux, visant de leur bec la poitrine de leur adversaire. Ces combats sont si fréquents que de nombreux adultes présentent des plaies cicatrisées sur la poitrine. En l'occurrence, l'aigle a été malchanceux. Hélas, l'oisillon n'a pas survécu. Et cette histoire sera amenée à se reproduire. Au cours des 10 dernières années, la population de pigargues à tête blanche s'est reconstituée et ils chassent les plongeons de plus en plus souvent. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, la police a acheté des aigles pour combattre, non pas des plongeons, des drones. Ces jeunes aigles sont entraînés de manière à pouvoir éliminer rapidement les menaces volantes. D'ailleurs, les aigles ne se contentent pas d'abattre les drones, ils se posent également à proximité, les gardant jusqu'à l'arrivée des policiers. Une loutre de mer vole des planches de surf. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta planche de surf. Quand on vit au soleil de Californie, on s'attend pas à ce qu'un jour sa planche de surf soit emportée par une loutre de mer. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Une loutre de mer agressive s'est mise à grimper sur les planches et les surfeurs ne peuvent rien y faire. Ça semble plutôt amusant, mais le service de la pêche et de la chasse estime que la loutre constitue une menace. Ils ont même installé des panneaux d'avertissement. Une pizza cuite sur un volcan.
Si vous vous rendez un jour au Guatemala, ne ratez pas l'occasion de goûter à cette pizza cuite sur un volcan. Rien de plus simple, il suffit de contacter Pizza Pacaya et de se rendre dans le parc national où se trouve le volcan. Notez que la dernière éruption remonte à 2021, il est donc nécessaire d'être accompagné d'un guide. Une fois sur place, on vous préparera une délicieuse pizza. Oui, elle vous coûtera sans doute beaucoup plus cher qu'une pizza ordinaire. Fausse alerte! Un habitant de Kenvey Island au Royaume-Uni a appelé la police en affirmant que son voisin appelait à l'aide. 3 voitures de patrouille ont été envoyées sur les lieux, mais à leur arrivée, les agents ont réalisé que c'était pas un homme qui criait. Le propriétaire de la maison élève des perroquets depuis 21 ans, et sa collection est telle qu'il est impossible d'y connaître un moment de silence. C'est sûrement un perroquet de 3 ans nommé Freddy qui était responsable de l'appel à la police. Il était très agité ce jour-là. Au fait, Freddy va très bien, mais il est simplement un peu bruyant. Un serpent a causé un incendie. Dans l'état de Géorgie, un gigantesque serpent s'est introduit dans une maison, provoquant un incendie accidentel. Si vous avez peur des serpents et des incendies, cette histoire a de quoi vous terrifier. Les pompiers ont été informés d'un incendie domestique et ils se sont vite rendus sur les lieux. Les pompiers ont éteint les flammes, puis ils ont enquêté sur les causes de l'incendie. Ils en ont conclu que la maison avait pris feu à cause d'un court-circuit, mais le plus surprenant a été la découverte d'un serpent qui l'avait apparemment déclenché. Le serpent sournois s'était glissé sous le plancher par un trou sous la cuisinière et il avait frôlé des fils électriques. La question est de savoir s'il l'a fait exprès. A plus.